Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 3, la Grande Vadrouille. Dans l'épisode 2, nous sommes rentrés un peu plus dans le détail de la Germanie de Tacite et comment les Germains ont fait leur grande entrée dans la littérature romaine, ainsi que la façon dont ils ont été instrumentalisés par Tacite. Car quand la civilisation romaine se retrouve en contact direct avec les tribus germaniques après la conquête gauloise, la confrontation est un peu brutale pour les Latins. Ce n'est pas tout de se débarrasser de son voisin désagréable gaulois. Votre nouveau voisin, que vous ne connaissiez pas trop jusque-là, peut s'avérer tout aussi pénible que le précédent. Leur civilisation de l'écrit, leur monde urbain, leur structure politique, religieuse, culturelle, tout chez Rome leur rend les Germains très difficiles à comprendre. Leur logiciel n'est juste pas préparé à ça, dirions-nous aujourd'hui. Alors même si on peut saluer l'effort de Tacite et des autres auteurs, il faut être conscient qu'il faut avancer prudemment à travers leurs textes bourrés de préjugés pour s'approcher au plus près de la vérité. Essayons quand même dans cet épisode de partir à la rencontre de ces fameux Germains. Quoi qu'en dise Tacite sur leur prétendue étrangeté et leur sauvagerie indomptable, qui étaient-ils vraiment ? En 98, la Germanie est le grand épouvantail des Romains. La menace fantôme, l'ennemi sans pitié, mystérieux et insaisissable, tout au nord, de l'autre côté du Rhin. Le bandit qui peut à tout moment débarquer chez vous pour tout piller, ou brûler, ou les deux. La Germanie, c'est le pays des récits terrifiants, colportés par des soldats démobilisés qu'on doit répéter le soir à Rome, pour se faire peur. En tout cas, vu de Rome, et pour les auteurs romains comme Tacite, il est clair que les Germains sont des êtres à part, une peuplade irrémédiablement différente, un monde que Tacite essaie de décrire comme impossible à intégrer dans l'Empire romain, même en dépit des preuves contraires. L'ironie de l'histoire, c'est que la plupart des Romains de la capitale n'ont jamais vu de Germains, à part peut-être des prisonniers de guerre vendus comme esclaves, ou un marchand des bords de la Baltique, peut-être. Et en tout cas, dans leur immense majorité, ils n'ont jamais mis les pieds dans cette contrée et ils ne risquent pas de s'y aventurer. Sauf à être un légionnaire payé pour défendre Rome dans les endroits les plus sordides de l'Empire, qui irait volontairement dans un coin pareil ? Tacite d'ailleurs résume le sentiment général d'une formule lapidaire dont il a le secret. Je cite : « Qui donc quitterait l'Asie, l'Afrique, l'Italie pour la nature ingrate de la Germanie, son ciel implacable, ses conditions et son cadre de vie affligeant. On raconte un peu tout et n'importe quoi sur eux à Rome en 98. Que certains mangeraient de l'herbe, qu'ils vivraient à même le sol, s'enrouleraient dans des peaux de bêtes. Tacite rapporte la rumeur dans son traité, même s'il émet de gros doutes là-dessus, que certains ont des visages et des faces d'humains, mais des corps et des membres d'animaux. En cette fin de 1er siècle, les Germains sont très loin de Rome, mais d'une certaine manière très présents dans l'inconscient collectif, mais sans doute pas de manière très positive. Tacite tente donc de comprendre ce qui fait la spécificité de ce peuple guerrier. Avec son point de vue faussement admiratif et son regard condescendant de citoyen de Rome au zénith de sa toute-puissance, il en reprend les stéréotypes et joue sur les aspects irrationnels et sauvages du monde germanique. Cette description résonne sans aucun doute auprès d'une audience romaine prête à gober des poncifs pareils, mais elle a forcément des limites. Et la conclusion serait que pour la plupart des Romains, les Germains sont un peuple à part,
Rien à voir avec les Grecs ou les Égyptiens, depuis longtemps intégrés dans l'Empire. Non. Mais les Germains, eux, ils en pensaient quoi en fait de tout ça? Comment eux voyaient leur monde, leur culture et leur propre société? Bon, tout d'abord, il faut rappeler que nous n'avons pas de témoignage direct de la part des Germains comme nous l'avons dit. Quasiment pas d'écrit dans une des langues de ce peuple. Pas de témoignage direct, même retranscrit par un grec ou un romain. Pas de texte, ni de livre. Rien de tout ça. Donc, première limite, on ne saura jamais vraiment tout à fait comment les Germains se percevaient précisément eux-mêmes. Qui étaient-ils fondamentalement à leurs propres yeux? Mais même poser la question ainsi, qui sont les Germains, même en se focalisant sur les traces archéologiques et les recherches les plus sérieuses en la matière, même débarrassé des préjugés des Romains que Tacite rapporte, c'est une question compliquée en fait. Compliquée parce que Germain, c'est d'abord un mot romain. Eux ne s'appelaient pas Germains. Et sans doute, ils ne se pensaient pas Germains non plus. Ils ne s'imaginaient pas du tout habiter sur un territoire qui s'appellerait Germanie. Autant qu'on puisse en juger, ils s'identifiaient principalement à leur tribu et à leur clan spécifique, mais pas à un groupe culturel commun. Au mieux, ils parlaient des dialectes différents avec des ressemblances qu'on peut regrouper dans un ensemble dit de langues germaniques. Mais il est bien possible qu'ils n'avaient pas eux-mêmes conscience vraiment d'un lien clair à cause de tout ça. Pour nous, il paraît évident qu'un membre de la tribu des Bructères devait se trouver un allié naturel ou au moins se sentir un peu cousin d'un membre de la tribu des Chamaves par exemple, surtout face à un Romain au vu des immenses connexions culturelles entre leurs deux tribus. Mais en fait, rien n'est moins sûr. Et vraisemblablement, c'est exactement l'inverse. Leurs différences les uns vis-à-vis des autres, leurs conflits, tout devait leur sembler des barrières infranchissables à ce stade de leur histoire, quelle que soit l'étrangeté des Romains pour eux à tous les niveaux. En fait, un paquet de facteurs différenciateurs ont pu exister à l'époque et de ces facteurs, nous ne savons probablement rien. Mais ça ne veut pas dire que ces choses n'avaient pas d'importance. Des choses aussi minuscules pour nous que les coupes de cheveux, les vêtements ou les phrases rituelles importantes de la vie. On pourrait dire des détails, mais pour la construction de leur identité, ces choses comptaient peut-être plus que tout à leurs propres yeux. Et ensuite, les haines profondes entre les tribus voisines, les différents territoriaux et les massacres alimentés par une culture de pillage et de raid les uns envers les autres, tout cela a sans doute figé des sentiments d'hostilité durables entre eux. Et ces divisions ne disparaissent pas immédiatement, à l'arrivée toute progressive d'un troisième larron à leur porte comme Rome. L'histoire des Germains au début de notre ère est avant tout l'histoire de peuples différents, dits germaniques, avec chacun leurs conditions historiques particulières. Les déclarer comme un grand ensemble parfaitement homogène serait en toute vraisemblance une erreur de compréhension de notre part. C'est clair que pour nous, à cette distance des événements, tout sonne un peu bizarre. Même si à la réflexion, nous avons bien des phénomènes similaires dans nos États modernes, où des hommes et des femmes qui partagent une tonne de choses en commun dans leurs nations respectives se divisent et se détestent pour des questions plus ou moins futiles d'opinion politique, d'appartenance religieuse ou même de soutien à un club de foot. Si un Germain du 1er siècle débarquait à notre époque, il y a probablement des choses qui lui paraîtraient bizarres en nous observant. Mais même s'il ne vivait pas au quotidien comme membre d'un grand ensemble culturel, est-ce que pour autant il n'avait pas des racines communes qu'il partageait et avait conscience de partager? Alors, si on part de l'hypothèse qui décrit les Germains comme un ensemble de tribus et de clans qui ne se vivent pas du tout comme un monde commun, il est assez probable qu'ils n'avaient pas non plus d'idée très précise de leurs origines et notamment de leurs racines culturelles communes. Nous ne connaissons pas le détail des mythes qu'ils pouvaient se raconter, donc là encore, on en est réduit à des hypothèses. Tacite rapporte bien une légende unificatrice à leurs propos. Je le cite. « D'anciennes poésies, leur seul monument historique, célèbrent le dieu Twiston, né de la terre, et son fils Manus, comme les pères et les fondateurs de la nation. » Alors où est-ce que Tacite a pu glaner ça? Pas facile. Sans doute des Germains eux-mêmes, ou de certains d'entre eux probablement. Le nom du premier fils, Manus, semble faire écho au nom Man en allemand moderne, l'homme. Comme beaucoup de peuplades, les Germains ont pu considérer leur apparition sur Terre
comme celle de la race humaine, avec des premiers dieux dont ils seraient les descendants. Mais cela ne nous aide pas beaucoup. Ce genre de croyance ne les unifie que très partiellement culturellement si on y réfléchit. Si toute l'humanité descend des mêmes dieux, ça ne sépare pas spécifiquement les Germains des autres cultures. Et ça n'en dit pas beaucoup plus sur leur propre compréhension de leurs origines vis-à-vis des Celtes ou des Romains. Plus largement, il est bien possible qu'ils aient eu une vague idée de partager des mythes similaires, des divinités plus ou moins semblables, voire communes, et qu'en ce sens, une espèce de conscience de venir d'un même endroit et d'appartenir à un même monde. Vaguement, peut-être, mais rien ne prouve qu'ils vivaient cela comme un lien très fort au quotidien. Si on suit Tacite, à part être unis par une langue et des pratiques religieuses avec beaucoup de similarités, il n'est pas évident du tout qu'ils aient eu conscience d'appartenir à un grand peuple germanique. Tout laisse même plutôt à penser l'inverse. Leur similitude, qui nous semble évidente avec le recul que nous avons sur les événements, était sans doute assez invisible à leurs propres yeux. Et pourtant, Tacite ne s'est pas totalement planté, non. Il y a bien une culture germanique. Il y a bien un lien entre ces peuples au-delà de la langue. Lui, le lettré romain, n'a tout de même pas tout inventé sur ce monde. Aujourd'hui, quelle est donc la compréhension des spécialistes sur l'origine réelle des Germains et sur la naissance de cette culture, Xavier ? Soyons honnêtes, cette question de la nature spécifique des peuples germaniques, ou des peuples gaulois d'ailleurs, a échauffé les esprits depuis le XIXe siècle et la montée des nationalismes en Europe. Chaque pays, chaque région, à commencer par les Français et les Allemands de 1850, ont commencé à fouiller ces textes comme d'éventuelles preuves archéologiques pour s'inventer des ancêtres et une origine ethnique pure, à même de justifier la rhétorique guerrière ou la prétendue supériorité culturelle ou raciale des nations modernes. Mais aujourd'hui, la communauté scientifique dans son ensemble, que ce soit l'archéologie, l'anthropologie et même la biologie, sont revenus de toutes ces théories, surtout les plus fumeuses, et nous donnent une lecture plus rationnelle de ces questions. Et en premier lieu, que les nations modernes ne descendent pas de toute façon en ligne directe d'un peuple unique de l'Antiquité, qu'ils s'appellent les Germains ou les Gaulois. Ce sont des contes absurdes. Les historiens s'accordent désormais sur le fait qu'un groupe de migrants indo-européens va quitter les steppes de l'Est pour se mêler aux populations déjà présentes en Europe autour de 3000 avant Jésus-Christ. Un groupe dont la seule spécificité certaine est une langue particulière et qui se stabilise autour de la Baltique au 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est eux qui sont à l'origine des Germains. Pas des surhommes, pas un groupe génétiquement spécial ou disposant d'une technologie ou d'une culture particulière. Juste un groupe d'hommes et de femmes vivant autour de la Baltique et qui va finir par parler une langue distincte des autres langues issues des migrations indo-européennes. Donc, pour résumer, il y a bien un monde germanique ancestral, mais qui ne se définit surtout que par la naissance d'une langue commune qui est partagée par des peuples vivants autour de la Baltique à l'âge du bronze. Les peuples déjà présents sur place depuis le néolithique vont se combiner avec ces vagues de migrants ou d'envahisseurs successives pour former ce noyau germanique, je présume. La Baltique, c'est magique. Et c'est à peu près la seule certitude qu'on puisse avoir. Enfin, pas tout à fait. Premièrement, les populations non indo-européennes ou non indo-germaniques qui vivaient là au néolithique n'ont pas été simplement supprimées par l'arrivée des migrants indo-européens, mais se sont mélangées ensemble. Culturellement, génétiquement, c'est une combinaison progressive qui s'opère, constituée au fil du temps et des arrivées. Par exemple, le vocabulaire élémentaire des langues germaniques contient jusqu'à un tiers de mots d'origine non indo-européenne. Et si on doit faire un pari sur l'origine de certains traits vus comme caractéristiques des populations du nord de l'Europe, comme les yeux bleus et farouches dont nous parle Tacite, ce sont ces mots pour décrire les Germains, cela a sans doute plutôt à voir avec le patrimoine génétique des populations préexistantes du néolithique. Populations avec lesquelles les migrants indo-européens ont dû se mélanger. Et pas vraiment avec des caractères spéciaux qu'auraient emmenés avec eux les indo-européens qui se sont installés dans cette région. Et ensuite, soyons prudents avec cette idée d'une ère culturelle germanique. Les archéologues, pour leur part, ne reconstituent pas de culture unique et indépendante centrée autour de ce groupe linguistique des Germains. Pour être concret, les grandes aires culturelles, dans le sens matériel du mot, c'est-à-dire des groupes humains partageant des objets et des matériaux communs
qu'on pourrait identifier pour ces périodes, ces grandes aires ne coïncident que très partiellement avec les aires linguistiques. En fait, il semble qu'entre les Germains et leurs voisins méridionaux, qu'ils soient celtes ou slaves, autres peuples avec des racines indo-européennes, les traits de civilisation communs ont été nombreux, et pas du tout distincts. Aucun élément particulier ne semble donc pouvoir distinguer clairement et distinctement un Germain de ses nombreux voisins celtes ou slaves. Aucun objet unique, aucun rite funéraire spécial, rien de tout à fait spécifique. Pour résumer, il y a bien un ensemble linguistique germanique identifiable à quelques millénaires de distance, mais il faut éviter de croire à l'idée d'une civilisation germanique commune ou primitive, qui serait spécifique et unique et définirait un peuple particulier bien différent de ses voisins. Là encore, rappelons-nous que Tacite veut convaincre ses lecteurs en insistant sur la culture tribale et guerrière des Germains. Mais, même en fouillant tout son propos, pas facile de distinguer des traits vraiment différents de ceux que César ou ses prédécesseurs appliquaient aux Celtes, par exemple. C'est même presque impossible, et pour une bonne raison. Dans le fond, il y avait bien plus de points communs entre les deux que de différences. Clairement. Donc c'est à partir de l'âge du bronze, c'est-à-dire surtout au premier millénaire avant Jésus-Christ, d'après les archéologues, que ces cultures proto-germaniques du sud de la Scandinavie vont se diffuser progressivement vers le sud. Elles se répandent dans la grande plaine européenne autour de -500 avant Jésus-Christ, en continuant de se frotter et de se mélanger avec le monde celtique. Le Rhin inférieur, la Thuringe et la Basse-Silésie, autant de zones de contact et d'échange où les Germains s'installent peu à peu, à côté ou à la place des Celtes, en se mêlant progressivement à la population existante. Ceux qu'on appelle les tribus germaniques, que notre Tacite décrit en long et en large, ne sont que des groupes humains, continuant à partager une langue commune, mais disposant de coutumes, d'artisanat ou de techniques agricoles assez proches ou mélangées avec leurs voisins sudistes, tout autant qu'entre tribus germaniques en fait. C'est ça la réalité. Ce que tu nous dis, Xavier, c'est que leur mouvement progressif vers le sud ne ralentissent pas le phénomène de fusion et de mélange. Mais bien au contraire, ils l'accélèrent au fur et à mesure des mouvements de population et des regroupements des tribus et des peuples. Mais bon, en tout état de cause, il y a bien une poussée germanique à la base de cette recomposition. Un mouvement de peuples et d'hommes parlant cette langue qui vont aller vers le sud et le territoire où on les connaît. Mais alors, quelle est l'histoire de ces migrations ? Difficile à dire avec certitude. Les Grecs ou les Romains n'en ont laissé aucun témoignage. Un climat refroidissant dans le nord de l'Europe ? Peut-être. Des migrants climatiques avant l'heure, dirions-nous. Est-il possible qu'une expansion démographique due à une agriculture florissante ou à un climat plus favorable ait contribué au phénomène avec la recherche de nouvelles terres cultivables ? Peut-être là aussi. D'ailleurs, ces hypothèses ne s'excluent pas mutuellement. Mais, comme les Romains n'avaient aucun contact direct avec ces Germains, qu'ils décrivaient les conséquences visibles du phénomène sans savoir l'expliquer rationnellement, il est difficile d'être catégorique. Si on est réaliste, ils n'en savaient sans doute rien non plus, puisqu'ils en étaient séparés par les Celtes. Mais en tout cas, au plus tard au premier millénaire avant Jésus-Christ, le grand groupe linguistique germanique commun s'était divisé en 3 groupes principaux, le germanique de l'Est, celui du Nord et celui de l'Ouest. Dans les sources antiques en général, et dans le propos de Tacite en particulier, le terme de germain a presque exclusivement été appliqué aux Germains occidentaux cependant. Ce qui est assez normal après tout au vu de la géographie. Les Germains du Nord vivent dans la péninsule du Jutland et en Scandinavie principalement. Ceux de l'Est, qui regroupent un ensemble linguistique assez homogène, se trouvent surtout à l'est d'une ligne de démarcation située derrière l'Oder, la rivière qui marque la frontière actuelle entre l'Allemagne et la Pologne. Ces 2 grandes zones de peuplement sont loin de Rome, très loin même. Donc, il n'est pas surprenant que Tacite en sache très peu. Pourtant, c'est de cette zone que surgiront des peuples célèbres qui vont se faire connaître de Rome un jour. Les Goths, les Vandales, les Burgondes, mais nous n'en sommes pas encore là. Le groupe qui nous intéresse le plus est celui des Germains de l'Ouest, bien sûr, qui lui aussi peut se subdiviser en 3 sous-groupes, qui rassemblent une vingtaine de tribus, sous-groupes que Tacite décrit d'ailleurs, quoique imparfaitement. Mais là encore, c'est un travail assez extraordinaire
pour un auteur romain vivant à des milliers de kilomètres de l'action, sans Wikipédia ou Google Maps. Pour simplifier, les Germains occidentaux, ceux qui nous intéressent donc, se divisent en 3 groupes. Ceux de la mer du Nord, ceux du Rhin et ceux de l'Elbe, en plein cœur de l'Allemagne moderne. Des noms de tribus comme les Chamaves, les Chatuères, les Bructères ou les Saliens. Autant de tribus principalement venant du groupe de la mer du Nord ou du Rhin qui, un jour, seront à la racine de ce qu'on appellera les Francs. Tous ont subi, à différents degrés, des influences de leurs voisins, particulièrement les Celtes, mais aussi des Germains orientaux qui avaient en parallèle développé leur propre ère culturelle. Et donc finalement, un peu contre toute attente, surtout si vous écoutez ce qu'on a dit lors des derniers paragraphes, nous devons reconnaître que Publius a plutôt fait un bon boulot pour décrire une culture et un monde étranger dont il ne pouvait pas vraiment percevoir l'ampleur, même s'il commençait à la frontière de Rome. Et malgré les stéréotypes sur les bons sauvages, malgré les imprécisions sur la localisation ou le regroupement de telle tribu dans tel groupe, son exposé est plutôt bien fichu. D'accord, il se trompe sur l'étanchéité de ce monde germanique avec celui des Romains. Mais c'est un biais tout à fait compréhensible, et qui a perduré tout au long des siècles, jusqu'il n'y a pas si longtemps. Il refuse de voir les éléments de fusion et de similarité, mais ça reste un excellent travail, pour l'époque, de décrire les migrations et l'établissement d'un peuple avec une telle précision. Absolument. Tacite a fait un travail de classification et de recherche extraordinaire pour son époque. Mais sa vision d'une culture germanique unique et indissoluble dans la romanité, un bloc culturel génétiquement pur, comme il le laisserait entendre, est juste totalement faux. Tacite nous décrit un monde germanique homogène, car cet univers reste étranger pour lui. Et face à l'étrangeté, la réaction naturelle peut être souvent la simplification. Et la séparation sous la thématique de « ils sont tous différents, ils n'ont rien à voir avec nous ». Mais aujourd'hui, les progrès de la connaissance humaine, notamment en histoire et en archéologie, ont démonté définitivement cette vision statique des groupes et des cultures humaines. La recherche et la science ont donné tort à Tacite sur ce point, comme à tous ceux qui clament que leur culture ou leur peuple sont strictement différents et uniques de tous les autres, impénétrables à l'influence étrangère. Les cultures et les peuples sont toujours en mouvement, en interaction, en transformation. Essayer de retrouver une homogénéité, une pureté initiale, un point de départ aux cultures et aux peuples est un mythe. L'interaction, l'intégration et la transformation constante sont la norme, pas l'exception. Cette vérité est déjà trop visible à l'époque de Tacite. Les preuves sont déjà trop présentes sous les propres yeux des Romains pour que son propre récit échappe à la contradiction manifeste. Donc, pour faire simple, les hommes et les femmes de ce temps, que ce soit les Germains comme les Romains, se plantaient complètement sur la nature de leurs différences et de leurs similitudes. Comme chaque culture venait avec ses propres préjugés et ses propres biais, les visions étaient à la fois totalement opposées et carrément fausses. Pour les Romains, malgré les hésitations de Tacite, la vision classique d'une bande de sauvages ignorants et furieux qui resteront à jamais des étrangers reste dominante. Le monde de la Germanie est difficile à comprendre pour un Romain cultivé, biberonné de la confiance inouïe que Rome a dans sa propre civilisation. Son pouvoir d'attraction immense qui lui a permis d'intégrer rapidement tous les peuples conquis, que ce soit les Celtes, les Grecs ou les Égyptiens, peut-il échouer devant les Germains ? Difficile à admettre quand même. Donc, la seule explication pour le lettré romain, qui est Tacite, c'est que le Germain est littéralement un barbare. Un homme dont la langue, la culture, les valeurs semblent en totale contradiction avec tout ce qui fait la romanité, au point où envisager leur intégration semble impossible. Pour les Germains, la vérité consiste à admettre que vraisemblablement, il n'y a jamais eu de conscience collective autour de la Germanie. À ce stade, les sources de division sont telles que rien ne peut convaincre ces tribus qu'elles appartenaient en fait à un grand ensemble. Malgré la réalité scientifique d'une zone culturelle partagée à cette époque, l'idée d'une nation germanique leur reste totalement étrangère. Leur fragmentation irréductible est d'ailleurs moteur des guerres et des conflits interminables que Tacite nous décrit comme leur quotidien entre tribus. Quant à nous, avec notre recul moderne, nous comprenons peut-être plus facilement combien ces deux visions séparées sont aussi inexactes l'une que l'autre. Non,
les Germains ne sont pas insolubles dans l'Empire romain, comme l'avenir le prouvera de manière indubitable. Que ce ne soit pas l'Empire romain qui soit allé s'imposer militairement en Germanie, mais que les Germains se soient fondus dans l'Empire romain, ne change rien au résultat final. Et non, les Germains n'étaient pas juste une bande de tribus sans le moindre rapport les uns avec les autres, génétiquement ou culturellement distincts. Que les Germains individuellement n'en aient pas eu conscience ne change là encore rien à l'affaire. Ils appartenaient bien à un monde varié, oui, mais un monde tout de même dans lequel ils partageaient une culture et au moins partiellement une langue. Concrètement, on peut conclure que les Romains et Germains avaient tort sur leur vision respective du monde germanique. Les deux se trompaient. Mais nous avons plus de certitude grâce au recul du temps et à la recherche historique. On n'a pas de mérite, mais au moins, on a un petit avantage sur les contemporains pour mieux comprendre leur propre histoire. C'est possible. Mais n'oublions pas quand même que l'histoire humaine dépend tout autant de la réalité que des mythes auxquels on croit. Le mythe d'une Germanie indomptable et incontrôlable va perdurer dans la culture romaine et influencer grandement l'intégration difficile, mais finalement inarrêtable des Francs comme des autres peuples germaniques dans le monde romain. La croyance des Germains sur eux-mêmes de n'avoir aucun lien les uns avec les autres aura aussi plus d'une conséquence. Les luttes de pouvoir et les guerres sauvages qui déchireront leurs lointains descendants ne seront jamais entravées par une quelconque identité germanique acceptée qui les relierait ensemble devant la menace romaine. En ce sens, la réalité historique de l'origine des Germains, que les scientifiques ont fini par mettre à jour, n'a pas tellement d'importance. Puisqu'au final, dans la mentalité des hommes de l'époque, cette réalité historique n'était sans doute comprise par personne. Savoir que nous détenons la vérité, du moins en partie, au XXIe siècle, sur l'origine et la nature des Germains, peut nous donner un gros sentiment de satisfaction. Mais n'oublions pas que ce sont les hommes du 1er siècle et leurs descendants qui vont faire l'histoire, avec leurs idées, leurs mythes et leurs préjugés. Nous n'en sommes que les témoins. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.